Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux et plus particulièrement aux jeux de société. Je suis avec Jean-François. Salut JF. Salut Simon, ça va? Ben oui, et je suis Simon, donc on est là à peu près pour la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, épisode 2, donc on est bien content d'être là. On a eu quelques problèmes de setup. C'est quand même compliqué, hein? Épisode 2, c'est encore fait avec les moyens du bord, n'est-ce pas, JF? Ouais, exact. Ben, tu t'es occupé du truc en achetant un nouveau micro, donc on va espérer que ça marche bien. Ouais, en tout cas, c'est à voir. Je crois qu'on va avoir quelques changements de micro dans les prochains temps. Encore des tests. C'est ça, exact, c'est à suivre. Donc aujourd'hui, on a un podcast assez chargé. Le thème principal, c'est les jeux de party. Donc, tout le monde aime ça, les jeux de party. C'est assez intéressant. Il y aura beaucoup de sujets à discuter. En particulier, je pense que toi, tu vas nous parler surtout des jeux de party emblématiques, donc les jeux marquants dans l'histoire, tout ça. Ouais. Et par la suite, bien entendu, on va avoir nos fameuses mentions honorables. Et pour finir avec notre top 5 de nos meilleurs jeux de party. Mais avant tout ça, dans le fond, on s'intéresse toujours un peu à ce qui se passe, d'actualité et tout ça. Est-ce que tu as des jeux est-ce qu'il y a des jeux intéressants auxquels tu as joué récemment dont tu voudrais nous parler? Oui, j'ai eu la chance d'essayer deux jeux, un plus vieux et un plus récent. Alors, je commence à parler du premier, du plus vieux. C'est Descent, la deuxième édition, sortie en 2012. La première, si je ne me trompe pas, c'est 2009. Donc, Descent est un jeu de miniature, si on veut, où on est une bande d'aventuriers, on se promène dans un donjon. Ça va être d'aller tuer des monstres et aller récupérer certains items dépendamment de l'objectif de la mission. Un dungeon crawler, là. Oui, exactement. Donc, c'est assez classique miniature. Donc, un système de action point où à ton tour, tu fais deux actions selon parmi tel type d'action, dont te déplacer, dont attaquer. Donc, c'est classique à ce niveau-là. Nous, dans le fond, on a joué à la deuxième édition, on a joué avec une application. Dans le sens que normalement, le jeu Descent, tu vas jouer un joueur contre tous les autres. Donc, un joueur qui va jouer les monstres qui vont affronter une équipe d'aventuriers. Alors que là, c'est l'application qu'on affronte. Ah, c'est cool. Et est-ce qu'il y a différents niveaux de difficulté et tout ça? Ou? Niveau de difficulté, je ne sais pas, mais au moins, l'application fait en sorte qu'au début, tu commences avec un tutoriel, puis c'est progressivement, tu vois... Tu apprends le jeu, là. Tu apprends le jeu, donc de plus en plus, tu vois des nouvelles actions, des nouvelles situations qui peuvent se passer. Donc, l'application, c'est vraiment lui qui gère comme l'autre joueur, le Overload. Donc, ça devient vraiment un jeu coop, parce que là, on est vraiment la bande d'aventuriers qu'on ça transforme un jeu tout le monde contre quelqu'un par en coop, un vrai coop. Avec cette application-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vu aussi apparaître dans Mansion of Madness. Oui, c'est un jeu qui a été remis au goût du jour grâce au fait deuxième édition, ils ont fait ça. Il y a une application dedans. Exactement, c'est un autre jeu aussi avec un joueur qui affrontait tous les autres, donc qui ont fait ça. Donc ça me semble être un peu la mode à ce niveau-là. Donc, ça marche bien, l'application. Ça reste un jeu assez complexe. Je n'ai pas lu les règles. J'étais avec des joueurs qui se connaissaient déjà. Oui. Donc, c'était plus facile aussi à ce niveau-là, mais il y a quand même beaucoup de règles. Puis, ça reste un jeu assez long. Là. Chaque partie sont assez longues. Mais une des choses super intéressantes, c'était aussi que on choisit un personnage en début de campagne et à la fin de la partie, on gagne des points d'expérience qui nous permettent d'acheter des nouvelles armes ou des nouvelles spécialités qui sont vraiment spécifiques au personnage que tu as choisi. Donc, prochaine fois qu'on va jouer, on va jouer avec des nouvelles possibilités. Donc, super intéressant. J'étais content de l'essayer. Descent, ça faisait longtemps que je le voyais, que je voulais l'essayer. Puis tu crois que vous allez continuer la campagne ou ça a l'air assez massif comme truc? C'est assez massif. On va probablement faire 2 ou 3 autres parties au moins pour continuer à explorer parce que justement, le fait que tu évolues ton personnage, ça fait que le gameplay va changer aussi un petit peu d'une partie à l'autre. Donc, vraiment intéressant pour ça. Et toi, de ton côté, tu as essayé des bons jeux? Oui, en fait, innovation de luxe. En fait, oui, c'est ça, ça va revenir un petit peu de temps en temps. La dernière fois, on en a parlé, il était dans mon top de mes jeux qui m'ont introduit. Donc, pour ceux qui voudraient l'écouter, c'est dans l'épisode 1. Aujourd'hui, je voudrais surtout parler de la version Kickstarter, dans le fond, là, qui est la nouvelle version qui vient de sortir. Un de nos amis a kickstarté la version et on a joué déjà une trentaine de games à peu près. Vraiment magnifique, en fait. Le jeu, il est rendu... C'est pas juste l'extension, là, c'est 5 extensions. Oui, c'est vrai. 4 extensions. Innovation de luxe. En fait, c'est 2 nouvelles extensions, plus une mini-extension, plus les 2 extensions qui existaient déjà, plus le jeu original. On est autour de, je sais pas, 650 cartes à peu près.
Okay. Et dans une boîte. C'est pas mal ça le jeu, en fait. C'est 600 cartes dans une boîte. Le gars qui l'a kickstarté, justement, il me disait ouais, il va avoir une boîte en métal, puis avec des bien compartimentés pour pouvoir ranger chaque paquet et tout. C'est pas le cas? Non, c'est vraiment 600 cartes dans une boîte avec un petit peu de carton au centre pour le séparer, mais d'après moi, ça c'est minime. C'est minime. Sauf que ça serait pas innovation si c'était pas un peu... Si la production était parfaite. C'est Asmadi qui fait ce jeu-là. Ouais, petite compagnie. Une petite compagnie. Ils font pas tant de jeux que ça. Ils en ont fait quelques-uns, mais ils n'osent pas mal un de leurs gros jeux. Et c'est un jeu, justement, c'est ça. C'est un semi-indépendant. On est comme à la limite. Là. Mais le jeu, il est extrêmement bon, en fait. C'est pas mal ça. En fait, j'en ai parlé beaucoup dans l'épisode précédent. Donc, je vais te laisser enchaîner peut-être avec un jeu, une nouveauté que tu aurais eu la chance d'essayer récemment. Ouais, ben l'autre jeu que j'ai pu essayer, c'est Dice Forge, qui est un jeu de stratégie, je dirais, assez familial, qui est sorti assez récemment. Le gros buzz sur ce jeu-là, ben, c'est que c'était je sais pas comment dire, mais un dice building game où... les dés où tu changes les faces de tes dés là, au fil de la partie. Comme si c'était des genres de dés Lego où tu pouvais changer les faces de dés. Donc, c'était un des attraits du jeu. Là. Donc, c'est ça, chaque joueur a 2 dés et on commence avec les mêmes phases de dés. Durant la partie, on va pouvoir acheter des nouvelles phases de dés qui vont nous permettre de récupérer plus de ressources. Évidemment, les façons meilleures, au lieu d'avoir une ressource, ben, tu en as 2 ou tu en as 3. Donc, tu vas pouvoir... custom tes dés et les améliorer. Dans le but de faire le plus de points de victoire, c'est vraiment un jeu de points de victoire. Il y a beaucoup, probablement le jeu il est vraiment magnifique, là, la qualité graphique. Les dessins, tout ça. Exactement, il est extraordinaire. Sauf que c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de thématique, dans le sens où tu la sens pas vraiment. C'est un jeu de dés. C'est un jeu de dés. Puis dans le fond, c'est surtout un jeu de points de victoire. C'est celui qui a le plus de points de victoire, plusieurs façons de faire des points de victoire. Puis c'est ça. Tu fais des points en roulant des dés. Puis... Tu fais des points en roulant des dés, mais tu fais des points en achetant des cartes qui vont t'avoir demandé des ressources, donc d'avoir roulé les dés pour avoir ces ressources-là. Ça me penser un peu à Dominion. Je sais que je cite quelque chose de vraiment ancien, là, mais... Ah, mais c'est pas un deck building, là, dans le sens que c'est vraiment... mais vu que c'était un dice building, tu sais. Ouais, en effet, sauf que dans le fond, il y a des cartes. Les cartes te donnent des points de victoire, mais te donnent des options de plus, te donnent des pouvoirs. Donc, tu es vraiment en train de aussi builder un peu une stratégie de OK, je suis allé me chercher la carte où à tous les tours, je reroule un de mes dés, donc je roule 3 fois des dés au lieu de 2 fois. Okay. Ou d'autres cartes qui vont te permettre de faire perdre des ressources aux autres joueurs. Donc, il y a plein d'effets divers que tu peux rajouter. Et dans le fond, moi, j'ai joué une partie. On a joué avec les cartes qui sont conseillées pour une première partie. Il y a d'autres cartes que tu peux rajouter qui changent la dynamique de jeu. Donc, il peut rajouter de la rejouabilité. Et tu penses que c'est un jeu qui a une bonne rejouabilité? C'est combien de temps de partie? Est-ce que c'est long? C'est peut-être 45 minutes. OK, c'est quand même... c'est pas un jeu de 15 minutes. C'est pas un jeu de 15 minutes. Non, c'est un jeu de plateau, stratégie, familial plus peut-être. Okay. C'est un jeu de dés, sauf que ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à tous les tours de tous les joueurs, tout le monde roule ses dés. Donc, c'est ton tour, ben, tout le monde roule ses dés, reçoit les ressources. Donc, tu fais quelque chose quand même quand c'est le tour de l'autre. Exact, mais c'est aussi que tu les roules tellement souvent, tes dés, qu'à un certain point, ça reste un jeu de dés. La chance. La chance est un peu balancée par le fait que tu roules tellement souvent de dés qu'au bout du compte, tu n'as pas mal ce que tu veux. Généralement, bon, ça reste un jeu de dés. Oui, il y a de l'incertitude, mais pas trop pour un jeu toujours, de dés. Mais si tu joues à 4, ben, avant de jouer ton tour, tu vas rouler 3 fois les dés. À ton tour, tu roules une 4e fois. Tu as quand même généralement accumulé beaucoup de ressources, même si tu avais réussi à tout dépenser le tour d'avant. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, ça a l'air d'un jeu vraiment cool. Là. J'avais vu un peu les photos et tout ça, là, puis ça a l'air d'un jeu très beau. Ben, intéressant, la twist, je pense que je connais un autre jeu qui utilisait cette mécanique de dés. Rattlebone. Exactement, Rattlebone. Je n'ai pas essayé, mais... Mais ça, c'est un roll and move plus classique encore, ouais, mais avec la mécanique vraiment unique des dés qui changent. C'était comme le premier jeu qui faisait ça. C'est le premier que j'avais en tête aussi. Passer un petit peu inaperçu par contre comme jeu. Je pense que le jeu n'était pas si bon, mais c'était assez pour que ça fasse parler de lui, mais pas assez pour que les gens y jouent. Ça reste, ouais, c'est ça, exactement. Alors que lui, je pense qu'il y a quand même un potentiel de rester là, malgré tout un petit peu plus longtemps. Cool. Ben, en fait, ça m'amène peut-être à parler, ça n'a pas vraiment rapport, mais un jeu que j'ai joué en fin de semaine, Secret Hitler. Secret Hitler, tu avais déjà joué, j'espère. Ben oui, j'avais joué souvent, puis en fait, comme on parle des jeux de party, je trouvais ça cool de le mentionner. Secret Hitler, on était juste 5 par contre, mais tu sais, j'ai joué à tous les nombres et tout ça, mais à 5, quand tu as le bon groupe, ça te fait quand même des bonnes parties. Ouais, la dynamique est
différente à cause que Hitler connaît ses amis fascistes. Là, exactement, c'est ça. Pour expliquer rapidement le jeu, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est un genre de mélange de jeu, de déduction avec les identités secrètes. C'est les fascistes contre les libérales dans le temps d'Hitler, justement, Secret Hitler. Donc, Hitler fait partie du jeu. Tu peux être Hitler dans ce jeu-là. Pourtant, c'est un jeu tu ouvres la boîte et tu n'as pas du tout l'impression que c'est un jeu de nazis. Tous les personnages, c'est des animaux. Tous les fascistes, c'est des reptiles, c'est ça exactement. Puis de l'autre côté, tu as les humains, mais ils sont tous les libéraux, c'est vraiment, ils sont standards à souhait, là, ils ont la petite moustache, puis ils sont vraiment tout à fait normaux. Là. Ça reste pas un jeu nazi, ça. Non, c'est pas un jeu qui fait l'apogée de ça, ou comme même là, tu le sens pas quand tu joues. On dirait que tu prononces le mot Hitler 300 fois, mais t'as pas l'impression que tu es en train de parler vraiment de ça. C'est une thématique qui vient chercher le monde aussi parce que c'est un bon nom. Un peu controversé si on veut. Et qu'on passe la partie à traité de fasciste, donc c'est un peu c'est pas pire, une expérience particulière. Mais si je me trompe pas, sans vouloir trop dévier, c'est les gars de Cards Against, c'est un des gars de Cards Against Humanity, je pense qu'il y a. C'est ce que j'avais en tête aussi. Ouais, c'est ça. Ils sont habitués de faire un peu la provocation. Ouais, exactement. Ils n'ont pas peur de ça, puis ça a quand même marché. Bizarrement, Secret Hitler, je pense pas qu'il va sortir vraiment en boutique. Je pense qu'il va être seulement commandable sur Internet ou je pense que c'est encore disponible Je pense que vous trouvez c'est un jeu qui peut se trouver facilement. Là, il est encore disponible en print and play. Là. On peut l'imprimer puis y jouer. Mais bon, Cards Against Humanity a été longtemps pas dans les boutiques. Oui. Achetable seulement en ligne. Donc j'ai l'impression qu'ils vont utiliser cette tactique. Mais surtout qu'ils doivent se faire quand même pas mal plus de cash. Là. Oui, ils font plus d'argent comme ça. Et par contre, ça vaut la peine de parler que le jeu il est vraiment beau. C'est un petit jeu de party, mais tu as des belles pièces en bois avec écrit président dessus. C'est sûr qu'on parle du jeu, ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, allez regarder ça, ça vaut bien la peine. Mais... Et tu regardes le jeu et tu as vraiment l'impression que c'est un jeu des années 50. Là. Ouais, c'est un vieux jeu, ça, non, c'est sorti. C'est là, ça a un style vraiment. Le travail graphique est très bien. Mais tu as des belles planches, les cartes sont belles, toutes les cartes sont dans des petites enveloppes. Il y a vraiment beaucoup de beau matériel pour ça. Oui, exactement. Donc, Secret Hitler, c'est un jeu d'identité secrète. Ça nous amène un peu à parler des jeux un peu forts, des jeux importants dans les jeux de party. Et ça m'amène à parler du jeu Loup-Garou. Parce que c'est vraiment un peu Loup-Garou qui a lancé cette mode-là. C'était pas nécessairement le premier jeu d'identité secrète, mais c'est pas mal lui qui a popularisé le genre, exactement, et qui s'est répandu dans les boutiques et tout ça. Exactement. Donc, 2001, Loup-Garou, en gros, c'est un jeu où des joueurs, en début de partie, on reçoit une identité, on va être soit un loup-garou, soit un villageois. Le but des loups-garous, ça va être de décimer les villageois. Le but des villageois, c'est de découvrir qui sont les loups-garous parmi nous. Du délire. Ouais, c'est un jeu, c'est pas pour rien qu'on le met aussi, qu'on en parle, c'est un jeu qui nous a marqué, on en a parlé aussi dans le premier épisode, qu'on a joué beaucoup, puis un peu lui qui a lancé la mode. Donc, il y a d'autres jeux qui sont sortis après. Avant, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le Loup-Garou. Je m'excuse, juste amener le fait qu'on se rappellera que l'épisode 14 est dédié à seulement raconter des épisodes, des parties de Loup-Garou qu'on a rejoué. Ah ouais, t'as trouvé ça, 14? Ben, je sais pas trop. J'ai écouté l'autre d'avant, je pense, puis il me semble qu'on disait ça dedans, mais je suis plus sûr c'était quoi les chiffres. On va pas nous mentionner d'épisode. On a dit qu'on allait le faire. Ouais, c'est ça. On veut pas trop faire de promesses. Là. On va continuer là. Donc, c'est ça. Fait que c'est un des jeux là, emblématiques. C'est sûr que de nos jours, je dirais qu'il y a d'autres, comme Secret Hitler ou comme Jeux Résistance ou Avalon. On peut remplacer Loup-Garou, quelques problématiques avec Loup-Garou. Les jeux de bluff et de déduction sociale. Je pense c'est ça. Que ça... un des problèmes, c'était qu'il y avait de l'élimination de joueurs. Un Garou, tu joues à 30, puis tu te fais éliminer au début, tu joues pas pendant longtemps. Parce que les jeux, là, maintenant, font plus vraiment les jeux dans le même style. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres jeux de party qui existaient avant, qui ont influencé un peu les jeux de party plus modernes. On parle, entre autres, du Jungle Speed. Jungle Speed, qui est un jeu... en disant les Walmart. En disant les Walmart, était 1997. C'est pas un jeune jeu. 1997, 20 ans. Ça a eu de l'influence. C'est pas mal un des premiers jeux de rapidité assez marquant. Beaucoup de monde doivent connaître ça, en fait. Beaucoup de monde le connaît, je le vois, je l'ai entendu, c'est une référence et on veut un jeu style dans Jungle Speed, mais pas Jungle Speed parce qu'on a mal aux doigts ou on veut pas se péter les doigts. C'est un peu le problème du jeu, attraper le totem
ou se faire graffiner les doigts, les mains. Ouais, j'ai entendu des histoires assez violentes de Jungle Speed. Moi, je suis pas un joueur avide, là, mais j'ai entendu des gens qui se sont battus pour le totem. Là, je sais pas trop. Ça peut aller loin, puis bon, disons, les jeux de rapidité sont peut-être un petit peu moins violents en ce moment, mais ça reste un jeu assez marquant. Là, très emblématique. Très emblématique à ce niveau-là. Sinon, il y en a beaucoup d'autres. C'est sûr que je ne peux pas mentionner le Tabou comme jeu de party. C'est un jeu qui a sûrement fait partie de beaucoup de parties de famille à Noël durant les années 90. Parce qu'il n'y avait pas tant de jeux que ça. Effectivement, c'était plus limité. C'était plus limité. C'est le genre de jeu où toutes les familles ont une copie à quelque part dans leur sous-sol. Donc, assez. 1989 quand même, Tabou. Donc, on remonte loin à ça. Ensuite, le Jenga, on ne peut pas nier que c'est quand même un jeu de party. Ça doit être pas mal plus vieux, non? Un jeu de 1983. Oh, OK. C'est un jeu de tour où on doit enlever des blocs de la tour sans faire tomber la tour. Dans les jeux assez marquants, dans les jeux plus de dextérité là, qu'on appelle maintenant. Ensuite, on pourrait parler aussi de Time's Up, jeu de mime. Ça, je connais moins Time's Up. Ça fait moins partie aussi de mon expérience, mais je sais qu'il est beaucoup connu sous le nom du jeu de la boulette. Oui, ça, j'ai souvent entendu ça par des gens d'impro, des trucs comme ça. Okay. De certaine façon, tu écris des mots. Des différents mimes, là, c'est ça. Des différentes façons de mimer. Ou... dans le fond, le jeu, c'est que pourquoi il appelle la boulette? Parce que tu le faisais maison, tu n'achetais pas de jeu. Tu écrivais toi-même tes trucs dessus. Exactement, des trucs à faire deviner. Je faisais ça, mettais ça dans un chapeau. Puis là, on doit faire deviner ces mots-là à notre équipe. Mais il y a 3 rondes. La première ronde, tu peux dire ce que tu veux, tu peux mimer, tu peux faire ce que tu veux pour faire deviner. La deuxième ronde, tu peux juste dire un mot et tu peux mimer. La troisième ronde, tu peux juste mimer et tu ne peux plus rien dire. Okay. Donc, mais l'affaire, c'est que la première ronde, on a passé à travers tous les mots. La deuxième ronde, c'est les mêmes mots. C'est juste qu'on est plus limité sur c'est pas pire. La façon de mimer. Donc, c'est la boulette ou Time's Up aussi qui est assez marquant là, à ce niveau, au niveau des jeux de party. Après ça, peut-être au niveau des jeux de mots, là, ce Categories, quand même, un jeu assez fort aussi. Possiblement un des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie. Ah ouais, ok, tant que ça. Ouais, on joue encore maintenant. Dans les parties de famille, souvent, on est beaucoup et on cherche des jeux qui se jouent à 8 et on revient souvent à ce Categories. Et c'est encore bon. Hein. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Là. J'ai peut-être juste pour dévier rapidement Nitwit. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui, ok. Oui, que je pourrais comparer, mettons, aux Categories de l'époque. Ça touche. C'est un peu différent. Là. Sur les Categories, c'est plus limité. Mais Nitwit, c'est peut-être plus imaginatif parce que tu peux plus inventer, alors que dans ce Categories, c'est vraiment des connaissances générales plutôt. Ouais. Là. Mais je trouve que ça a un feel. Mais ce Categories, moi, je suis encore vendu à ce jeu-là. Là. Ouais, il y a beaucoup de jeux de mots qui sont sortis. Je pense qu'ils l'ont remplacé un petit peu. Ce Categories reste que mes souvenirs, c'était aussi beaucoup de chiolage et d'argumentation de mais on ce mot-là. C'est ça le plaisir. Ça fait partie du jeu, je comprends. On met ça dans les party games et non dans les jeux de mots. C'est pas parce que tu écris des mots, c'est parce qu'il y a des votes, puis le monde s'engueule sur tel mot, puis c'est telle règle, c'est tel truc. C'est ça le plaisir, la négociation. Il y a des jeux quand même un peu plus simples, malgré tout, là, qui sont sortis, mais bon, ça reste un jeu marquant. Hein. Il est encore joué de nos jours. La plupart des jeux là, aussi marquants que ça sont encore joués aussi de nos jours. Je vais peut-être aussi mentionner le jeu Apples to Apples, qui est 1999. C'est pas mal le jeu qui a inspiré la mécanique je dirais, de Cards Against Humanity ou de la style jeu. On dirait que Cards, c'est vraiment Apples to Apples, mais vulgaire. Là. Ouais, Apples to Apples, il n'y avait pas vraiment de phrases. C'était vraiment plus des associations de mots. On jouait un mot. Ouais. Et on joue un mot en référence à ce mot-là qui a été joué. Donc, il y avait moins, quand The Game Humanity l'a poussé en rajoutant des phrases donc, qu'on va devoir, qui sont incomplètes, qu'on va devoir compléter. Donc, plus simple aussi, plus politically correct, si on veut. Apple, c'est plus... pour un public général. Donc, plus party de famille à Noël. Ça se passe plus quoi qu'à Cards, ça marche très bien dans les parties de famille. C'est sûr que le studio Cards Again a fait partie de beaucoup de parties de famille. À Noël, on a déjà joué une fois tout le long du souper de Noël. À Cards. Et on soupait, on parlait, mais il y avait aussi une game de Cards qui se jouait de façon dans l'arrière-plan. Là. Exact.
c'est probablement plus acceptable Apples to Apple en 1999. Là. Maintenant, on est rendu un peu ailleurs. Les familles ont un peu changé depuis ce temps-là, si on veut. Je comprends que tu ne joues pas assez avec des enfants de 8 ans, là, mais c'est pas tant que c'est pas correct, c'est juste qu'ils vont pas comprendre. Ouais, ben il y a des trucs aussi. Ouais, mais ils savent pas, hein, fait que c'est pas si grave. Peut-être finir avec le plus récent de ma liste des vieux jeux, c'était Double. Double, c'est 2010. Double, c'est un jeu de rapidité. Un bon une bonne alternative à Jungle Speed. À Jungle Speed, exactement. Mais je l'ai mis dans les classiques parce que ça reste que ça fait 7 ans. Puis les 7 dernières années, des jeux de rapidité, on en a vu sortir. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Il y en a beaucoup qui existent. Double est comme remis la popularité aux jeux de rapidité. Disons qu'entre Jungle Speed et Double, il n'y en a pas eu beaucoup. Du moins, les party games étaient moins populaires. Surtout les jeux de rapidité comme ça, là, où tu dois aller chercher quelque chose au centre pour regarder plus vite. Dans les années début des années 2000, il y en avait un petit peu moins, puis on dirait que Double aurait redonné l'intérêt aux éditeurs et aux auteurs de créer des jeux dans ce style-là, et là, il y en a plein. Là. Donc pour moi, c'est rendu... On va pas sortir Double, tout le monde y a joué, on va sortir d'autres choses, mais ça reste un jeu marquant que tout le monde y jouait quand il est sorti puis qui a été joué pendant. Double, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Ça fait partie d'une collection, tu sais que tu peux le sortir là, assez facilement. Peut-être juste pour les gens qui seraient intéressés par ce genre de jeu-là, il y a un truc dont on n'a pas vraiment parlé, qui est un jeu un peu moins connu, mais qui est Ghost Blitz. Oui, OK. Je sais pas si juste parler de Double, Jungle Speed, ça me faisait un peu penser à Ghost Blitz, qui est un jeu de rapidité au centre, mais où tu vas chercher des petits objets. Et les cartes que tu tournes sont très confuses à savoir quel objet tu dois aller chercher. Et je pense que pour les gens qui cherchent ce genre de jeu-là, c'est vraiment un jeu unique là, dans ce type-là. Ouais, j'ai pas l'année de Ghost Blitz, mais ça fait quand même un petit bout qui est sorti. Je l'ai montré beaucoup, là, disons. Je l'ai sorti très souvent, Ghost Blitz. Ouais, effectivement, un jeu très unique avec des belles petites pièces en bois. En 2010 aussi, hein, c'est ça. Ah, donc, tu vois, c'est en même temps que Double. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Donc, ça vient nous mettre à l'époque des nouveaux jeux de vitesse. Oui, donc là, on va parler de peut-être quelques jeux qui n'ont pas fait le top 5. Mais bon, qu'on voulait quand même mentionner qu'on les aime. Puis c'est des jeux qui méritent d'être traités comme des très bons jeux de party. C'est des jeux que plusieurs personnes pourraient être intéressées si vous aimez les petits jeux de party. Donc, c'est quelque chose... on y va en rafale ou on fait ça comment? Ben là, dans le fond, on a parlé, tu sais, Apples to Apple, Cards Against Humanity, le site de jeu, ça reste que... C'est un genre vraiment fort. C'est un genre fort, ça a été très populaire, c'est encore très populaire. Je pense que c'est parmi les jeux les plus vendus. Là, dans les jeux de party, du moins, j'ai pas les chiffres, mais je suis pas mal convaincu que ça doit être, surtout Cards Against Humanity, ça doit être le jeu de party le plus vendu probablement dans l'histoire. Dans les tops, en fait, effectivement. Et on a aussi pas mal parlé des jeux à la loup-garou. Exactement. Donc, loup-garou, résistance, en fait, pas mal, c'est... Avalon, ouais, aussi, exactement, qui est pas genre mal... de suite à Résistance, là, en réalité, là, qui est pas mal la même chose, mais avec un petit peu plus de personnages et donc d'effets différents. Dans ce genre-là aussi, il y aurait peut-être Coup. Je sais pas si tu as joué un peu à Coup, toi, ou... Oui, absolument. Je sais pas à quel point je considère un jeu de bluff vraiment comme un jeu de party. Surtout pour moi, Coup, c'est un jeu qui joue jusqu'à 6. Je trouve que 6, c'est limite. Au niveau des jeux de party, mais c'est un gros classique. Là. En fait, je considère que c'est un des meilleurs jeux de bluff là, en ce moment disponible. Vraiment plus axé bluff que identité secrète. Oui, c'est ça, exact. Habituellement, c'est vraiment des jeux où il faut que tu gardes ton identité tout le long. Puis c'est comme... Exact, mais c'est aussi des trucs d'équipe. Hein. On parle de Résistance à Valence, il y a des équipes. Tu es dans une équipe ou dans l'autre. T'es seul. Il y a une personne. Tu as des personnages avec toi, mais tu es comme tout seul aussi. Là. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a de l'élimination dans ce jeu-là. Puis on est en train de dire que c'est un des meilleurs jeux de bluff. Malgré tout. Mais alors que l'élimination, c'est un des trucs sûrement qu'on trouve les plus aberrants dans les jeux. Exact, mais reste que le jeu n'est pas très long. C'est ça, exact. Puis quand tu te fais rarement éliminer au début de la partie, donc souvent quand tu te fais éliminer, là, il ne reste pas énormément de temps dans la partie. Tu peux te faire éliminer en début de partie, mais souvent tu as pris des risques qui... Ah oui, tu l'as cherché. Tu l'as cherché, c'est ça. Tu l'as cherché vite, il est arrivé de quoi, là? Aussi, peut-être un autre que j'ai
beaucoup aimé, que j'ai montré beaucoup, que j'ai beaucoup joué, c'est Concept. C'est un jeu de devinette où on va devoir faire deviner des mots aux autres joueurs, mais on va utiliser, il y a un plateau avec plein d'icônes, d'iconographie sur le plateau, on va utiliser des cubes. On va placer les cubes sur ces icônes-là qui vont donner des indices, donc ils vont essayer de... Les autres joueurs vont utiliser les indices qu'on donne seulement en plaçant des cubes sur des icônes, et avec ces indices-là, les autres joueurs vont devoir trouver les mots. C'est assez... c'est un peu intellectuel comme jeu, je dirais. En fait, c'est facile. J'écoutais ça, puis tu sais pas que tu l'expliquais pas bien, je pense que tu l'expliquais quand même bien, sauf que c'est un jeu qui est tellement difficile à expliquer à quelqu'un en personne devant le jeu. C'est difficile, surtout quand tu n'as pas le jeu devant toi. Ça, tu comprends pas les liens des icônes. Mais même souvent, je me rends compte de concepts. Tu montes le jeu un tour, les gens y ont compris, mais tu leur expliques, puis ils sont comme oh. C'est vraiment un jeu spécial, en fait, là, très unique. Je pense que la dernière fois, on en avait parlé pas mal aussi. Ben c'est ça. Il fallait qu'on mentionne, là, je pense que il y a, je pense que c'est 2010 concept. Donc, pour moi, il a été remplacé. J'ai un autre jeu qui l'a un petit peu remplacé dans ma liste, mais reste que c'est un jeu qui reste assez marquant et encore vraiment excellent de nos jours. Mais je pense même que c'est toi qui avais dit ça. C'est le genre de jeu, oui, toi, tu ne vas plus y jouer nécessairement maintenant, mais tu le présentes à des gens qui n'ont jamais joué. Et ils vont vraiment être accrochés, puis ils vont jouer longtemps, puis ils vont être excités. Puis c'est juste, après un certain point, c'est le genre de jeu, peut-être que c'est un peu redondant, mais avec des nouvelles personnes, ça marche. Mais le concept, il est bon. Puis, le concept, il est très bon. Alors, il y a quand même... c'est comme tous les jeux, quand tu joues beaucoup, des fois, tu trouves d'autres jeux qui changent ton expérience, mais non, je le montrerai à n'importe qui, malgré tout. Ça me fait penser à un autre jeu, mais pour revenir peut-être au type Jungle Speed, Double, tout ça, vraiment un jeu actuel de notre époque dans ce genre-là qui, je crois, est très important, là, puis qui est beaucoup joué. En fait, je serais prêt à dire que ça a pratiquement remplacé Double, même si c'est vraiment différent. C'est Mots Rapido. Oui, Mots Rapido. Mots Rapido, concept très simple. On a une pile de cartes. On tourne les cartes une après l'autre. Et dans le fond, sur la carte, il y a, sans rentrer trop dans les détails, il y a une lettre. Et au verso de la carte qu'on vient de tourner, en fait, au recto de la carte qu'on vient de tourner, il y a un symbole. Et dans le fond, il faut être le premier joueur à trouver un mot qui commence par la lettre qui est écrite dans le type du symbole. Un exemple, on va avoir trouvé un aliment commençant par la lettre A. Donc, mettons, le premier joueur qui dit ananas prend la carte et fait un point. Et c'est un jeu qui va très vite. On défile les réponses. Donc, c'est un jeu de connaissance, mais surtout un jeu de rapidité. Il faut être capable de décoder les couleurs. Il y a un système de couleurs sur les cartes qui va te dire quelle lettre utiliser et tout ça. Donc, c'est un bon jeu. En fait, c'est quasiment un jeu à la catégorie aussi. Oui, exactement, où il faut trouver un mot qui commence par la lettre le plus vite possible. Plus rapidement, puis plus... Oui, puis c'est des trucs simples aussi. C'est plus large. C'est pas comme trouver un fruit de... Tu vous en 10, là. Ouais, c'est beaucoup de mots, categories. C'est juste une question de rapidité. Mais ouais, peut-être un mélange entre Double puis categories, justement. Exactement. Ouais, assez marquant. Là, il est sorti, je pense, l'année passée ou il y a 2 ans. Un mot qui marche très bien, là. Et je peux pas vraiment parler des jeux de party sans parler de Jackbox Party. Qui n'est pas un jeu de société. Qui n'est pas un jeu de société, en fait. Comme vous savez, on a dit qu'on allait parler un peu de jeux en général, mais principalement de jeux de société. Sauf que là, il faut que je parle de Jackbox Party parce que c'est juste trop bien fait et trop une bonne expérience, en fait. Jackbox Party, c'est un jeu que vous trouvez sur votre ordinateur et vous l'allumez, vous pouvez mettre ça sur un écran ou juste l'avoir sur votre ordinateur. Et les gens avec qui vous jouez, dont vous-même, en fait, tout le monde joue sur son téléphone. Donc, ça te prend un téléphone pour jouer. Mais pas de téléchargement, pas besoin d'être sur Android ou iPhone ou n'importe quoi. Tu peux même jouer sur un Windows Phone. Okay. Et en fait, tu vas sur ton navigateur, sur ton téléphone directement. Okay. Et l'expérience, elle est vraiment bien faite. J'ai joué avec plein de gens différents, avec mes parents, avec des amis, avec des gens qui connaissaient moins les téléphones, avec des gens qui étaient accros de la techno. Vraiment plein de gens différents. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche super facilement. Et donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va peut-être aller rapidement sur c'est quoi les concepts de ça. Jackbox Party. C'est quoi? Jackbox Party, en fait, c'est 3 jeux. Jackbox Party 1, 2, 3. Okay. À l'intérieur de chacun de ces jeux-là, il y a à peu près
4 à 5 jeux. Okay. Et je serais tenté de dire des mini-jeux, mais la plupart, c'est pas des mini-jeux. C'est quand même des jeux qui ont une substance en soi. C'est pas juste un petit 2 minutes sur un jeu. Il y a des jeux qui peuvent durer facilement 30-35 minutes. Et c'est tout type de jeux. Il y a des jeux de questions, il y a des jeux de dessin sur le téléphone. Un des jeux vraiment cool, c'est le jeu des t-shirts. En fait, tout le monde dessine des t-shirts sur leur téléphone. Okay. Tu en fais 3-4 des dessins. Tu as comme un petit programme de dessin avec. Tu peux changer la taille de ta mine, puis ta couleur et la couleur de ton t-shirt. Et tout le monde dessine son chandail et tout le monde écrit des slogans. Okay. Parce que c'est des t-shirts graphiques là, avec un dessin, un message. Okay. Donc, tout le monde fait des dessins, tout le monde fait des slogans. Et après, tout le monde va faire des combinaisons de chandail. Et finalement, il y a des duels de chandail. Donc là, ils présentent 2 chandails à la fois. Tout le monde vote pour le chandail qu'il préfère. Okay. Pas obligé de voter pour le tien, tu votes pour celui que tu préfères. C'est juste des duels de chandail. Et c'est assez humoristique. Là. Ça a les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Hein. Donc, ça dépend du groupe. Ça, c'est un des jeux vraiment cool en particulier, mais il y a plusieurs jeux vraiment intéressants. En fait, il y a 15 jeux en tout dans les 3 boîtes. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a que c'est vraiment plus des questions d'intérêt général, de connaissances générales. Donc, ça a quand même des jeux qui ont une saveur, jeu de société, mais mis au goût du jour, si on veut, avec les téléphones. Puis, exact. Il y a des jeux de déduction, il y a des jeux où il faut que tu devines c'est qui est le tueur. Puis là, tout le monde a ses infos sur son téléphone. Il y a une grande variété de jeux. Je pense que ça marche très bien pour de 4 à 8 joueurs. OK. Ouais. Donc, à 8 joueurs, on a joué à 8 et c'est vraiment cool. Là. Donc, je le recommande à tout le monde d'aller regarder ça. Souvent, c'est un jeu qui tombe en vente sur Steam. Donc, c'est pas très cher. Sinon, la même compagnie fait... il y a un des jeux qui s'appelle Drawful dans une des boîtes. Et ils ont fait un jeu seul, dans le fond, qui s'appelle Drawful 2. Donc, Drawful 2. Et on peut l'acheter sur Steam, c'est vraiment pas très cher. Je crois que c'est comme autour de 3. Le même concept. En fait, c'est exactement le même concept. C'est juste que tu achètes seulement un jeu comparativement à acheter une boîte. Okay. Puis ce jeu-là, Drawful 2, il n'existe pas dans les boîtes. C'est comme juste un truc qu'ils ont sorti à part parce que c'était un jeu très populaire. Donc, ils ont juste décidé de lancer le 2 comme ça, seulement pour les gens qui voudraient jouer à ça. Okay. Très intéressant. Donc, c'est recommandé à tous. Alors, on ne peut pas ne pas mentionner aussi le jeu Timeline. Timeline. C'est quand même le genre de jeu que... Puis je pense qu'il va être là encore longtemps. C'est un jeu avec des événements historiques, des découvertes, des inventions, donc plusieurs thématiques. D'un côté, de l'autre côté, on a cette même invention ou découverte, mais avec la date. Et en gros, on va devoir essayer de positionner notre carte dans la timeline, dans la ligne du temps qui va se créer durant la partie, essayer de le positionner entre des dates, entre les dates qui fit avec la date de création de cette carte-là. Exactement. Donc, exemple, il va y avoir plusieurs cartes sur la table à un certain point, et là, on a la bouteille en plastique avec un petit bouchon et un satellite. Et là, il faut placer, dans le fond, la bouilloire quelque part là-dedans. Est-ce que c'est avant, après? Et vous placez votre carte si vous avez la bonne réponse. Parce que là, vous tournez votre carte, donc vous voyez l'année. Si vous avez la bonne réponse, vous placez votre carte. Sinon, vous repigez une nouvelle carte. Exact. C'est pas mal ça le jeu. C'est un jeu qui est le fun, qui n'est pas juste une naissance générale, mais au bout du compte, il y a beaucoup de guess ou qui va avec un peu l'intuition. C'est genre du hasard, mais pas, tu sais, comme un peu jouer au casino. Mais tu calcules les probabilités, là. Des fois, tu te dis, je pense qu'il a été fait entre ces 2 cartes-là, mais il y a plus de chances entre ces 2-là parce que le nombre d'années entre les 2 cartes est plus grand. Exactement. Donc, des fois, tu y vas comme ça. Mais c'est que je voulais parler de Timeline parce qu'ils ont sorti... aussi un jeu qui s'appelle Timeline Challenge, qui est une plus grosse boîte avec un plateau. Et il y a plusieurs modes de jeu différents. Là. Il y a comme 5 modes de jeu différents dans le jeu. Et pour moi, c'est un jeu qui a un peu remplacé les Trivial Pursuit. Okay. C'est par catégorie et tout ça? C'est qu'il y a plusieurs différents jeux. Ça reste tout le temps les cartes. Bon, c'est d'autres cartes qui ont mis spécifiquement dans le jeu-là, mais tu pourrais intégrer tes autres jeux si tu les as. Et c'est ça, fait que c'est souvent, tu peux jouer en équipe aussi.
Fait que ça change beaucoup la donne. Là. Ça te permet vraiment d'avoir le feeling un petit peu plus d'un jeu de plateau, de connaissance générale à la Trivial Pursuit, mais qui est plus moderne, qui est plus intéressant. Une belle variété là, tout le jeu est fait seulement avec les cartes, puis avec on va voter, puis OK, mais c'est pas Timeline, là. C'est Timeline, mais avec d'autres mécaniques. Exact. C'est les mêmes cartes de Timeline, mais disons, un des jeux, ça va être on va placer 2 cartes, puis il faut deviner combien d'années séparent ces 2 cartes-là. Ensuite, il y en a un autre, on va tirer 4 cartes, il faut les placer dans l'ordre de la carte la plus vieille à la carte la plus récente. Il y en a un autre, il y a comme une ligne du temps aussi sur le plateau, puis là, il faut essayer de guesser dans quel intervalle, entre quelle année cette carte-là se place. Donc oui, ça ressemble tout à Timeline, mais tout un peu différent. Donc, ça joue en équipe aussi, donc vraiment intéressant de le mentionner. Puis peut-être le dernier, petit, un truc un peu plus funky, là, mais je vais en parler parce que je joue quand même souvent en partie de famille, qui est Tokyo Train. Oh, ça, je connais pas du tout. Tu connais pas Tokyo Train? Tokyo Train, c'est un jeu de communication en équipe de 2, dans lequel où un des joueurs, c'est toujours des équipes de 2, un des joueurs va être le touriste, qui arrive généralement au Japon, à Tokyo. Okay, et l'autre est le contrôleur de la place, le guide, si on veut. Et les deux ne se comprennent pas vraiment, on s'entend? Oui, un qui parle en japonais, puis l'autre qui parle en français ou en simagré, je dirais. Okay. Parce que, dans le fond, le contrôleur, dans le fond, chaque équipe de 2 ont 6 cartes de couleurs devant eux. Un 2 par 3, là, vraiment positionné 2 par 3. Et les contrôleurs ont une situation finale. Donc, ils doivent amener les cartes dans un certain ordre. Telle couleur doit aller en haut à gauche, telle autre doit aller en bas à droite. Mais évidemment, ils sont mélangés au début. Les contrôleurs, son but, c'est de dire aux touristes comment bouger les cartes pour réaliser le pattern final. Mais le rouge, c'est Yamaki Yomoto. Puis le rose, c'est... OK, il y a des phrases préétablies pour exactement. Ça. Exactement. Le touriste le voit. C'est écrit, là. Il y a une légende. On a une légende, tout ça. Mais quand le contrôleur doit dire « bouge le rouge », il va dire quelque chose comme « Yamakti Yomoko ». Puis le brun, ça va être « Yosho Mimu ». « Yosho Mimu ». Puis, donc, tu vois tout ce lexique-là, puis en plus, le contrôleur va devoir faire des simagrées pour indiquer comment déplacer la carte. Dans quelle direction? Dans quelle direction. Oh. Donc, il y a cette barrière de la langue du simagré, et c'est un jeu de rapidité, la première équipe qui réussit le pattern qui gagne. Ah, c'est vraiment cool. Ça, c'est un genre de duel de vitesse. Entre plusieurs équipes de 2. Ah, c'est intéressant. Donc, puis quand une partie est terminée, on change de coéquipier. Tout le monde joue avec tout le monde puis fait les rôles. Donc, assez original, crée un peu de chaos. C'est un peu... Ouais, ça a l'air pas pire. Je t'avouerais qu'à la base, je suis pas tant un fan de ce genre de jeu-là. Mais ça me semble intéressant. Ça a l'air pas pire. C'est vraiment particulier. On n'a pas entendu beaucoup parlé, mais il a été réédité, fait que ça, il est encore... Il joue un peu, là. Il est encore joué, il est encore là dans les jeux très, très originaux. Bon, donc Tokyo Train, c'est à voir. Tokyo Train. Tokyo Train. On est-tu rendu au top 5, là? Oh yeah, le top 5. Alors, on attend ça depuis longtemps. Donc, top 5 de nos meilleurs jeux de party. Et, on va commencer ça maintenant. Donc, top 1. Quoi? Oups. OK. C'est bien parti. Ouais, ça, j'étais vraiment pas me reprocher que j'étais pas motivé. Tu sais. OK, donc on va commencer maintenant notre top 5 de nos meilleurs jeux de party. En position numéro 5, GF. Alors, position numéro 5, j'ai choisi le jeu Imagine. Alors, tantôt, j'avais parlé du jeu Concept, qui est un jeu qui l'avait un peu remplacé pour moi, c'est ce jeu Imagine. C'est chiant, ça. Mais non, mais je joue beaucoup à Concept, donc Imagine un jeu un petit peu plus récent que Concept. Et il reprend un peu la même idée, sauf que dans Imagine, on va avoir plusieurs cartes transparentes avec des icônes dessus, avec des iconographies, des personnages, des bonhommes, des lignes, des symboles. Épées, des symboles, vraiment tout, il y en a beaucoup. Cartes transparentes, hein, je sais que tu l'as dit, mais je veux juste le rappeler là, pour que les gens ils visualisent. Parce que c'est rare aussi des jeux comme ça. Il n'y a pas tant que ça, des jeux qui utilisent des cartes transparentes. Donc oui, des cartes transparentes avec un icône dessus, un symbole. Et dans le fond, les joueurs vont utiliser ces cartes-là pour faire deviner des mots aux autres joueurs. Donc, on va utiliser les cartes, on va les placer une par-dessus l'autre, on va faire des mouvements avec ces cartes-là, on va essayer de utiliser tout ce qu'on peut pour faire deviner les mots aux autres. C'est un jeu qui, je trouve, est un petit peu plus créatif, un peu plus libre que Concept. Concept, c'est très Concept, cérébral, c'est tu places tes cubes. Si les personnes ne te suivent pas, puis que tu as
c'est difficile, mettons, de changer de piste. Ouais, c'est ça. Alors, imagine, tu as toutes les cartes à la table. En plus, ça marche pas tes drops, t'en prends d'autres. Puis tu peux les faire bouger, tu peux les faire parler. Tu peux les faire parler? Non, tu peux pas faire de bruit. Pas de bruit, ok, mais tu peux faire bouger les cartes. Le mouvement aide vraiment beaucoup, fait une grosse différence dans ce jeu-là. Donc, c'est créatif, c'est original. Il faut que des fois, tu trouves le mot et tu dis « Wow, j'aurais jamais fait ça pour faire deviner ce mot-là. » Ouais, mais tu l'as quand même trouvé. Je l'ai trouvé, mais comme j'aurais jamais pensé à ça, j'aurais fait ça. Donc, tout le monde aurait comme son idée de comment il aurait fait deviner le mot. Vraiment intéressant. Je l'aime beaucoup. Non, mais je comprends, dans le genre bon top 5, dans le genre, c'est vraiment un très bon jeu. Mon top 5 à moi, c'est Commerce. Où maintenant, je crois que ça a été réédité sous le nom de Panic on Wall Street ou Off Wall Street, Panic of Wall Street. Panic on Wall Street, tu vois, je pense que c'est comme ça qui est connu en ce moment. Ouais, ça, mais c'était ça le nom officiel du jeu au départ. C'est comme ça que j'ai connu ce jeu-là. Ouais, Master of Commerce, qui est de loin le jeu de négociation le plus extrême et le plus violent. Comment ça fonctionne? On va jouer au cours de 5 rondes. En fait, il y a des joueurs qui sont les propriétaires immobiliers et il y a les joueurs qui sont ceux qui veulent louer les terrains, dans le fond. Et là, tu as une phase 2 minutes où il faut que tu arrives. Le gars, il y a ses terrains, un jeu sur lequel on écrit sur le tableau, sur les pièces, tu écris les montants que les gens te payent et tout ça, et ça crie. Et tu as 2 minutes pour acheter le plus de terrain possible. Et ce qui est fou de ce jeu-là, c'est que, comme tout bon jeu de négociation, c'est déterminé par un roulement de dés. Parce qu'après, tu roules les dés pour savoir si les terrains ils ont augmenté de valeur ou diminué de valeur. Et là, il y a un peu une genre de bourse, mais des terrains. Qui n'est vraiment pas lié avec ce qui a été fait dans la ronde. Non, c'est purement du hasard. Par contre, les terrains ont déjà une valeur, la valeur reste la même et les terrains ont des variations de valeurs différentes. Donc, disons, il y a la valeur qui peut varier de 6, mais il y a celle qui varie juste de 1. Ouais, c'est des terrains plus risqués que d'autres. C'est ça, exactement. Bien entendu, si sur les risqués, tu peux faire un paquet de cash. C'est juste un jeu vraiment excitant, je trouve, qui n'est pas très long, qui se joue jusqu'à 12 joueurs, qui est à la fin, tu n'as plus de voix, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant pour un jeu de party, le fait que tu as crié comme un malade. On a déjà failli se faire mettre dehors d'une convention. En fait, c'était une convention de Wargamer. On jouait à ça. On s'entend que c'est pas le même monde. On a joué une partie. Et quand on a commencé la deuxième, ils sont venus nous voir et ils ont dit « Là, c'est votre dernière, les gars. » Puis on a dit « OK, on a fini celle-là. On est passé à quelque chose d'un peu plus calme. » Mon numéro 5, Master of Commerce, un jeu assez fou de négociation. Excellent. Numéro 4. Alors, mon numéro 4 figure sur le top de Simon un peu plus haut, donc on va en parler tantôt. Ouh! Alors, mon numéro 4, Telestration. Oh, gros classique. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un classique, un jeu de dessin, en fait, de téléphone arabe mélangé avec un jeu de dessin. Ouais. Donc, dans le fond, je fais un dessin, la personne à côté de moi tente de deviner c'est quoi, écrit c'est quoi sur une autre page, qui le passe à une autre personne, qui dessine ce qui est écrit, qui va le passer à une autre personne, qui va tenter de deviner ce qui est dessiné, mais toujours en voyant seulement la dernière chose. Donc, en fait, c'est un jeu où il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a à peine de règles. C'est un jeu tout simplement à la fin où on va regarder notre calepin et on va être crampé, en fait. Exact. Puis on va montrer le calepin aux autres joueurs, comment notre mot s'est déformé. Comment les gens n'ont pas été capables de dessiner telle affaire ou comment quelqu'un a interprété un dessin d'une façon qui n'avait pas rapport. Exact. Un bon jeu de fin de soirée, en fait. Ça joue jusqu'à un nombre pas mal limité. Ben, la plus grosse version, disons que c'est 12 normalement. 12, les calepins ont 12 feuilles, donc théoriquement... 12, c'est la version Party. C'est la version la plus grosse version, que je joue le plus habituellement. C'est la plus fun aussi. Ben, puisqu'il y a une version à 6, mais tu sais. Ouais, 6, il faut que tu sois vraiment sous. Le jeu, il prend vraiment plus de fun plus t'es nombreux, là, en fait. C'est ça, exactement. Donc, mon numéro 4, c'était Telestration. Numéro 3. Alors, mon numéro 3 est le jeu Spyfall, ou en français Agent Trouble. Alors, jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs et un jeu d'identité secrète, encore une fois. Peut-être un peu plus simple que les autres qu'on a mentionnés là, avant Résistance, tout ça. Dans la mesure où il y a plusieurs paquets de cartes dans le jeu. Chaque paquet de cartes, dans le fond, est un lieu. C'est-à-dire que les 7 des 8 cartes d'un paquet, c'est le même lieu. Dans un avion, dans une banque, dans
poste de police, whatever. Et en début de partie, on va donner une carte à tous les joueurs. Sauf que sur les 8 cartes, il y a une carte qui est l'agent, donc l'espion. L'espion ne sait pas dans quel lieu les autres joueurs sont. Et le but des autres joueurs, c'est de retrouver qui est l'espion parmi nous. C'est un jeu, au bout du compte, où on se pose des questions. Bon, à mon tour, je vais te poser une question sur... Et c'est n'importe quoi. Hein, sur le lieu, exact. Ça peut être n'importe quoi. Ça n'a même pas de temps besoin d'être en rapport avec le lieu. Mais en gros, tu vas lui poser une question, puis tu vas essayer, avec sa réponse, de déduire s'il connaît le lieu, si c'est vraiment où on est. Est-ce que tu te baignerais à cet endroit-là? C'est ce genre de questions-là, exactement. Ça peut être même plus... Il y a du monde qui joue assez... Ça peut être twisté, là. Ça peut être très twisté, là. Donc, carotte ou banane? Exact. Alors qu'on est à la piscine. Ouais, c'est ça, exactement. Des fois, c'est juste pour tester l'autre personne, parce que quand tu lui poses une question bizarre, il va peut-être te répondre quelque chose de bizarre, puis là, c'est comme... Exact. Il y a plusieurs techniques, disons, là, mais c'est ça. Fait que l'espion, évidemment, il ne sait pas où on est, où les autres joueurs sont, mais il essaie d'accumuler de l'information. Fait qu'avec les réponses et les questions posées, il va accumuler de l'information. Tout le monde a la liste de tous les lieux possibles dans le jeu. Donc, l'espion, lui, son but, c'est d'essayer de déduire le plus vite possible dans quel lieu les autres joueurs sont. Et à tout moment, l'espion peut se révéler et dire « Je suis l'espion et je pense que vous êtes dans tel lieu. » Si c'est le cas, il a gagné. Sinon, nous, on peut les autres joueurs peuvent porter une accusation à certains moments pour essayer de découvrir qui est l'espion parmi nous. Ils ont sorti Spyfall 2. OK. Y a des grosses différences avec le premier? Jusqu'à 12 joueurs. C'est encore plus party. Okay. Donc, potentiellement... Mais sinon, c'est les mêmes règles. Potentiellement 2 espions. Oh, okay, il y a quelques petites règles qui sont rajoutées avec un deuxième espion. Là. Donc, oui, ils ont passé de 8 à 12 joueurs avec potentiellement 2 espions. Donc, peut-être un petit peu plus intéressant. Là, ça, c'est party. Parce que, c'est ça. Puis, ça marche bien en jeu de party en général. Là. Ouais, très cool. En fait, j'ai pas joué souvent à Spyfall. J'ai joué récemment. Et ce qui était cool, c'est que j'étais l'espion et j'ai trouvé le lieu. Ah, c'est difficile, hein, mais quelle bonne satisfaction. Et c'est tellement stressant être l'espion. Quand tu reçois la carte, tu la vois et tu te dis non, je veux pas être l'espion. Je veux pas. Et j'ai trouvé le lieu. Et en fait, c'était miraculeux parce que c'était presque un hasard. OK. Je me dis, je me fais pogner bientôt. Il faut y aller. J'avais comme 2, 3 que j'hésitais. J'y vais avec un. Et c'était parfait. Excellent. Ouais, c'était très cool comme jeu. Mon numéro 3 à moi, il s'agit de Two Room and a Boom. Oh là là. Alors, Two Room and a Boom, qui est un jeu, oui, OK, un jeu de party. Ça commence, je pense, à 6, mais ça joue jusqu'à 30. Ah ouais, donc ça? Non, je pense que c'est 24, mais là, j'ai eu l'expansion Kickstarter bientôt. Je l'ai reçu récemment. Puis dans le fond, ils disent que tu peux jouer jusqu'à 30, mais tu as comme 100 cartes dans le jeu. Fait, tu peux jouer jusqu'à beaucoup, mais c'est un jeu assez spécial. C'est un jeu à la loup-garou, dans le sens où tout le monde reçoit une carte au début de la partie. Une carte secrète, son identité secrète. Il y a 2 clans, il y a les rouges, il y a les bleus. Two Room and a Boom, en fait, il y a l'équipe du président et l'équipe des terroristes. Comment ça se passe? C'est qu'à chaque tour, les joueurs vont être séparés dans 2 pièces différentes et pas nécessairement par équipe, vraiment au hasard. Donc, il pourrait avoir 5 rouges, 4 bleus dans une salle et dans l'autre salle, il pourrait avoir 4, 5. Donc, peu importe, c'est vraiment au hasard. Et à chaque tour, le chef de la chambre va échanger des représentants. Donc, il y a des gens d'une chambre qui vont aller dans l'autre chambre. À la fin de la partie, le but pour les terroristes, c'est d'avoir la bombe, qui est une carte, donc qui est un joueur, dans la même salle que le président. Et le but des bleus, bien entendu, c'est le contraire. C'est d'avoir le président et la bombe dans des salles séparées. Vraiment un jeu de convention. Hein. Souvent, dans les conventions, on est 18, 19, 20. Il y a beaucoup de rôles aussi. C'est pas juste tes rouges, presque tes tout bleus. Presque tout le monde a un rôle spécial. Tout le monde a une action spéciale. Il y a quand même beaucoup de choses à se rappeler. Là, oui, c'est pas un jeu si simple. C'est peut-être un petit peu compliqué dans les premières parties. Là. Beaucoup de choses à savoir, à se rappeler, des conditions spéciales, mais il y a beaucoup de diversité. C'est aussi un des attraits. Oui, c'est un des attraits parce que le jeu est basé sur un concept qu'on va partager notre carte avec quelqu'un d'autre. Donc, on va lui montrer notre carte. Ou on peut tout simplement lui montrer la couleur de la carte. Ouais. Et là, il y a des gens qui sont des agents doubles. Bien entendu, ils ont une carte rouge, mais en réalité, c'est des bleus. Donc, ça l'amène vraiment beaucoup de chaos et de confusion dans la partie. Two Room and a Boom, vraiment très intéressant. Numéro 2.
Je peux le redire, je dois être ça. Je l'ai entendu écho, genre... À travers, on sait pas quoi. Numéro 2. Numéro 2. Alors, mon numéro 2 est le jeu Code Name. Oh wow, quel chef-d'œuvre! Un jeu vraiment le jeu, un des jeux les plus marquants de la dernière année ou des 2 dernières années. Le jeu de l'année, Spiel de l'année 2016, meilleur jeu familial. C'est là. C'est pas pour rien. Ils ont sorti d'autres versions en plus, Code Name Image qui est aussi très bon. Ils viennent de sortir le Duet. Je n'ai pas essayé, mais les commentaires sont excellents aussi sur le jeu. C'est un jeu, encore un jeu de devinette, je dirais d'une certaine façon. C'est un jeu en équipe, 2 équipes, et dans chaque équipe, il y a un maître de jeu. Les 2 maîtres de jeu de chaque équipe connaissent les cartes à faire deviner. Donc, sur la table, il y a 25 cartes, 25 mots. Et sur ces 25 mots-là, chaque équipe en a environ 8 à faire deviner à son équipe. Et les chefs d'équipe connaissent quelle carte à faire deviner. Alors, toi, ils vont tout simplement donner un mot, un indice et un mot. Un mot. Oui, exactement. Mot. Ça, on peut s'entendre sur des variantes de règles, mais souvent, c'est un mot. Ouais. Pénalité. Pénalité, un mot. L'expérience, ça joue beaucoup. Alors, tu dis un mot et tu dis un chiffre qui correspond à combien de cartes correspond à l'indice que tu viens de donner. Donc, ton équipe, après ça, essaie de retrouver ces cartes-là. Première équipe qui trouve toutes ces cartes qui l'emporte. Assez simple, un bon jeu d'équipe, il n'y en a pas beaucoup. Il joue bien à 4 aussi. Là, ça dit à partir de 2, je suis un peu moins fan de ça. Elle peut aller pour Duet. On n'a pas joué, mais il paraît que c'est bon. Mais donc, à partir de 4 et le 8 et plus, même, c'est jouable absolument. Donc, vraiment assez simple, vraiment intéressant. Et ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est que c'est fait par un auteur qui fait des jeux de 3 heures de stratégie vraiment complexes. T'sais. Effectivement. Donc, c'est quoi son nom déjà? C'est un nom assez difficile. Vlada, non? Vlada Jvadil. OK, ouais, t'es bon. Donc, c'est pas... c'est ça, c'est pas... Bizarrement, c'est pas tant ce genre de jeu-là qu'il fait. Il fait des gros jeux comme Mage Knight, des gros jeux massifs, Dungeon Pet, Dungeon Lord. Alors, des gros jeux de stratégie avec bien des règles, tout ça, là, c'est le jeu le plus simple de party pour 8 personnes. Ça ne correspond pas à son style, mais excellent. Ça marche très bien. C'est un auteur assez reconnu, accompli. Là. Il a fait un très beau travail avec Codename. Exactement, Codename. Quand on dit un mot, c'est un mot. Mon numéro 2 était sur la liste de Jean-François en 4e position. Et en plus, on en a parlé pas mal en début d'émission. Il s'agit de Secret Hitler. Ouais. Donc, l'objectif du jeu, pour les libérales, trouver Hitler. Et pour les fascistes, c'est de compléter, dans le fond, la révolution. Si on en a parlé, dans le fond, Secret Hitler est sorti peut-être l'année passée. Je te dirais que si Secret Hitler n'avait pas été là, probablement sur ma liste, ça aurait été Avalon ou Résistance. Oui, ça l'a vraiment remplacé ce genre-là. Et même Loup-Garou, ça rentre là. Comme... Loup-Garou, c'est ça. Il a été déjà remplacé. Là, c'est vrai, par Résistance. Par Résistance et Avalon. Ouais, moi, je suis un gars, je suis attaché à Loup-Garou. Je sais que tu es attaché, mais épisode 14, pas avant. OK, épisode 14. Alors, Secret Hitler, c'est ça. Hein. Je pense pas pourquoi on a grand-chose d'autre à dire. Là, ça reste pas mal. Une des choses qui est peut-être intéressante, qui l'amène vraiment à un niveau particulier, je trouve, c'est que tu peux te faire avoir par le jeu, même quand tu es libéral. Dans le sens que les libéraux, comment ça marche en gros, c'est que le président va piger 3 tuiles, soit qui sont bleus, soit qui sont rouges. C'est les 2 couleurs qu'il y a dans le paquet. Et va en donner 2 au chancelier, et le chancelier va en mettre une visible pour tout le monde sur le plateau, soit dans l'emplacement bleu, soit dans l'emplacement rouge. Si tous les emplacements rouges sont remplis, les fascistes vont gagner. Tous les emplacements bleus sont remplis, les libéraux vont gagner. Qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, tu peux avoir un président libéral et un chancelier libéral qui vont quand même sortir une carte rouge parce que tu piges 3 cartes. Et il y a beaucoup plus de cartes rouges dans le paquet. Il y en a plus, c'est ça. Donc, ça se peut que tu piges 3 cartes rouges. Puis là, t'es comme, OK, mais les 2, on est libéraux, sauf qu'on va quand même mettre une rouge et tout le monde va nous accuser d'être fascistes parce que là, on a mis 2 rouges. Ouais, et les tuiles que tu parles, c'est des projets de loi, là.
C'est ça, exactement. Mais ils sont des projets de loi fascistes. Là, exactement. Dans la thématique. Dans la thématique, c'est des projets de loi. Fait que là, tu viens de passer une loi fasciste, les gens te regardent croche. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Et t'as beau être le plus libéral du monde, tu vas quand même te faire accuser. Exact, mais ça fait partie du piquant du jeu. C'est ça, exactement. Il faut voir la différence entre du monde qui ment et du monde où c'est vraiment arrivé. Parce que du monde vont mentir en disant il m'a donné 2 fascistes, mais c'était pas le cas. J'ai joué une fasciste. J'avais le choix, puis j'ai joué une fasciste parce que je suis un fasciste. Oui, exactement. C'est vraiment pas pire pour ça. Donc, il y a beaucoup de diversité dans ce jeu-là. Il y a aussi des actions spéciales qui se produisent à certains moments. Donc, jeu très dynamique. Oh, on arrive maintenant au numéro 1. Vas-y donc, en premier. OK, alors mon numéro 1, Dixit. Je sais que c'est un jeu assez classique, hein, on pourrait se dire. Mais 2010, là, donc commence à être assez classique. Il y a beaucoup de jeux que des gens pourraient dire qu'ils l'ont remplacé et tout ça, mais Dixit, en fait, excellent jeu, 2008. En 2008. Okay. 2008, exactement. Donc, jeu très intéressant, très beau, surtout. Tu présentes ce jeu-là à n'importe qui, à des enfants, à des gros joueurs, à des gens moins joueurs, à des familles. Et tout le monde s'entend sur le fait que le jeu est juste tellement beau qu'il attire. Les gens, ils connaissent même pas le jeu, puis tu veux jouer parce que c'est juste beau. C'est des cartes immenses sur lesquelles il n'y a que des dessins. Et ça, c'est très rare qu'on va voir un jeu comme ça. Dans le jeu, il n'y a que ça, en fait. Oui, il n'y a pas d'écriture. Ben, il y a un plateau pour les points. Il y a quelques plateaux, mais il n'y a pas d'écriture en plus. Il n'y a rien. Donc, les cartes sont très grosses, magnifiques. Jeu de déduction, dans le fond, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dixit, j'explique rapidement. Il y a un maître de jeu qui va dire une phrase. En fait, il va choisir une carte dans sa main qui a un dessin dessus et toutes les cartes sont uniques. Hein? Puis il y a 3-4 expansions, donc tu peux te retrouver avec 400 cartes à peu près. Toutes les cartes sont uniques et il va prendre sa carte et il va dire un mot, une phrase, un bout de chanson, n'importe quoi en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant de ce genre de jeu-là. Donc tu dis n'importe quoi, tu mets ta carte face cachée et tout le monde dans sa main, à la manière de le style de jeu ou de Cards Against Humanity, va choisir la carte qu'il pense qui s'applique le mieux à ça. Toutes les cartes vont être mises, ils vont être brassés, et bien entendu, le but après, c'est de retrouver la carte du maître de jeu, en même temps de bluffer les autres joueurs en mettant la meilleure carte possible pour avoir des votes. Le maître de jeu va changer, donc tout le monde va à tour de rôle, c'est ça, exactement. Le jeu, ça se joue jusqu'à 12, encore une fois, avec la version Odyssey. Ouais, mais c'est ça mon problème, là. C'est que la version Odyssey, ils en font plus. Dixit font juste une version à 6, et pour moi, Dixit à 6, maximum 6, c'est un petit peu moins attiré, mettons. On s'entend que tu peux jouer à Dixit à n'importe combien. Ben, je joue pas à Dixit à 3. Quoique, ça peut être excellent à 3. C'est sûr que là, on s'éloigne du jeu de party. On va dans les gens qui sont comme plus, oh, Dixit, c'est un jeu vraiment cérébral et tout. Mais tu peux jouer à 4-5 facilement, puis ça va être très 4-5, bon. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais je vois qu'ils ont décidé de ne plus tenir la version 12 joueurs. Je trouve que c'est un petit manque, là, parce que pour un jeu comme ça, il peut être joué à 10 là, facilement, puis il ne devrait pas avoir de problème. C'est vrai en fait que je ne comprends pas pourquoi ils ne font plus la version à 12. Quand tu me dis, je ne savais pas, là, quand tu me le dis, tu me l'apprends. Cette journée, c'était la version à 12 et ils ne la font plus. Là. Ouais, ça, je trouve ça triste en fait, parce que je suis content de l'avoir dans le fond. Là, parce que en plus, il y a de la place dans la boîte pour toutes les extensions. Ouais, fait que tu peux acheter, parce qu'il y a des extensions, c'est juste des nouvelles cartes. Juste des cartes, exact. Fait que tu peux toutes les acheter, les mettre dedans, c'est très cool. Mais bon, mon numéro 1, Dixit, jeu. En fait, c'est surtout ce qui m'amène à le mettre dans mon numéro 1, c'est que je crois que c'est un jeu qui s'applique à vraiment tout le monde. Il y a un nombre incalculable de gens à qui j'ai fait jouer ce jeu-là qui l'ont acheté ouais, c'est ça. Quelques jours c'est le genre de jeu là, que ça, tu c'est joues rare, comme tu veux l'acheter. C'est un classique instantané, en fait. Donc, peut-être si tu veux y aller. Moi, j'avais pas mal fini à parler de Dixit. Ben, moi, mon numéro 1... pour moi, avait un peu remplacé Dixit. C'est pour ça que je voulais que tu en parles un petit peu. C'est le jeu Mysterium. Le jeu Mysterium est un jeu coopératif dans lequel un joueur va être le maître de jeu. Ça va être le maître de jeu pour toute la partie, là, contrairement à Dixit. Et le maître de jeu va... En fait, c'est un fantôme qui entre une maison et il essaie de donner des indices aux médiums qui sont les autres joueurs sur qui est le réel meurtrier, avec quelle arme et dans quel lieu. Donc, pourquoi il ressemble à Dixit, c'est que, de un, c'est le premier jeu qui s'inspire un peu de la mécanique de Dixit. Donc, des cartes avec rien dessus. Des cartes avec des dessins, mais tu sais, on s'entend que les dessins sont aussi vraiment spéciaux, très bizarres. Ils ne donnent pas d'informations
clair. C'est tout le temps un peu flou. C'est comme des rêves. Hein. Fait que c'est un peu ce qu'a profité Mysterium. Mysterium, c'est un fantôme qui hante les rêves des médiums. Donc, le maître de jeu va donner des cartes aux médiums. Ces médiums-là vont regarder, recevoir les cartes et essayer de retrouver leur personnage. Chaque joueur va avoir une combinaison d'un personnage, d'un lieu et d'un objet. Donc, ils vont devoir individuellement retrouver leur combinaison. Donc, c'est pas vraiment le même genre et peut-être qu'il l'a pas tout à fait remplacé parce que reste que Mysterium est un petit peu plus compliqué là, au niveau du setup. La mise en place du jeu. Une fois que tu as commencé à jouer, c'est vraiment simple et il n'y a vraiment aucune complication. Mais il est peut-être plus difficile d'approche pour des joueurs moins expérimentés. Ceci dit, ça reste un jeu vraiment magnifique avec beaucoup de rejouabilité, que tu as envie de faire plusieurs fois les différents rôles dans le jeu. Et pour moi, il l'a un petit peu remplacé. Lui, il va jouer jusqu'à 7 joueurs. Mysterium. Et c'est beaucoup son originalité aussi. C'est l'originalité d'un co-op, mais avec un maître de jeu, et de réutiliser un peu l'idée de la mécanique de Dixit, mais l'utiliser d'une façon qui est différente, fait que le jeu est vraiment magnifique. C'est un jeu que j'ai joué dans sa version originale Polonais. Avant qu'il s'appelle Mysterium. Moi, j'aime ça, les jeux polonais. Les jeux polonais de Portal Game, donc Tadzimi Dmytru, et je suis sûr que je prononce mal. Comme même pas un an après, Asmodée avait acheté la licence avec. Ils ont fait une belle version, je dois avouer, quand même, là, avec le livre du maître de jeu, avec les cartes qui peuvent se placer. Déjà, le jeu, la version polonaise, on se disait, waouh, ils ont vraiment fait un beau travail, super belle, mais maintenant, tu vois Mysterium et tu te dis, oh non, ça, c'est encore. C'est un autre niveau. Là. C'est un autre niveau. C'est un niveau supérieur, puis non, il est assez magnifique. Là, donc, ça fait la différence. Ils ont changé quelques règles, et pour vrai, ça, c'est peut-être mon point faible par rapport à la version américaine. Ils l'ont complexifié pour pas grand-chose, à mon avis. Ils ont rajouté beaucoup de règles pour pas vraiment plus d'expérience. Donc, je joue encore avec les règles polonaises, en fait. Je l'ai dit au monde, je vous montre la version. Je vous montre la version polonaise de société. Donc, mais bon, reste excellent, Mysterium est superbe. Je dois renchérir là-dessus un peu. C'était sûr que ça allait venir, les critiques par rapport à ça. J'ai rien contre le jeu Mysterium, mais j'ai vraiment de la difficulté à accepter que c'est le top 1 dans les jeux de party. Dans les jeux de party. Okay. Selon mon expérience personnelle. Là. OK. Est-ce que tu as déjà joué à 7? À 7? 7 joueurs à Mysterium. Oui. Infernal, non? Ben, ça dépend. Ça dépend avec qui tu joues, mais... Jeu de party, t'es supposé jouer avec ta grand-mère. Ça reste que c'est un jeu que... Il faut pas que tu sois pressé. C'est un jeu que tu joues à l'entour de la table, en mangeant, en ayant une discussion, et comme... Je l'ai fait à plusieurs reprises. Là. Un tour entre chaque période au hockey, peut-être? Non, c'est vraiment... Mais tu sais, là, à 7, c'est sûr que la problématique, c'est que quand c'est le tour du fantôme, c'est long au fantôme de prendre les décisions. C'est très long. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon jeu de party. Pas dans le sens qu'il va mettre le party en groupe, juste que c'est un bon jeu que tu peux jouer sans trop imposer les gens de jouer à un jeu, puis leur permettre quand même d'avoir une discussion, d'être présent autour de la table, puis de parler pas juste de ça, mais de se réunir quand même autour d'un jeu pour ça. T'sais. Oui, en excluant une personne pendant genre 1h30. T'sais. Parce que t'as pas dit, mais le fantôme, là, il peut pas dire n'importe quoi. Là. Le fantôme ne peut pas parler. De toute façon, pendant que les autres parlent, il y a une job à faire, puis il faut qu'il la fasse. Là. Ah ouais, ça, justement, tu l'as bien dit, il y a une job à faire. Être le fantôme, là, surtout, tu sais, c'est un party, tu bois du vin, t'es un peu sous. Tu fais des liens spéciaux. Là. Tu fais des liens spéciaux, mais juste comprendre, OK, cette carte-là, c'est à lui, puis là, il faut que je donne tel indice, puis j'avais donné tel indice à lui, puis là, OK, lui, il a découvert telle carte. Ça demande comme un certain niveau de gestion. C'est pour ça que je comprends l'idée, mais je trouve que c'est un excellent jeu. Jeu de party numéro 1, là. On verra ça dans un party. On verra ça dans un party si tu l'amènes ou si tu amènes Spyfall. Donc, c'est ça pas mal pour le top 1. Ça se finit sur ça, mais Mysterium, c'est un très bon jeu. Hein. Pensez pas que je suis pas un fan. Là. Je jouais pas à 7, là, mais à moins qu'il y a quelqu'un que vous aimez pas trop dans un souper. Vous faites un souper, il y a quelqu'un qui gosse, il parle tout le temps. Ah ouais, que c'est la présence de la personne la plus
vous voulez pas qu'il parle pendant 1 heure. Là. On joue à Mysterium, ça va être toi le fantôme. Tout le monde veut tout le temps être le fantôme, puis là, ben, il va être tellement content de le faire, puis là, vous allez avoir la paix pendant toute la soirée. Donc, peut-être on pourrait conclure là-dessus. J'aimerais ça te poser une petite question, peut-être sur les jeux de party. Rapide. Qu'est-ce que toi, quand tu décides de jouer à un jeu de party, je comprends que ça va être très relatif là, avec qui tu vas jouer, dans quelles circonstances et tout ça, mais c'est quoi qu'est-ce qui t'allume le plus dans les jeux de party, mettons? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce que tu dois aller chercher? Je regarde pas ça vraiment de cette façon-là. D'une certaine façon, tu choisis un jeu de party, tu veux savoir combien on va être, qui les gens, quelles personnes sont présentes, c'est quoi le contexte de la soirée, combien de temps on veut jouer. Je sais que c'est pas la question que tu m'as posée. Un vrai robot. Hein. Je veux dire, c'est ça les vrais critères de sélection d'un jeu. Après ça, mes critères de sélection, c'est je vais essayer des nouveaux jeux. Sinon, je vais amener des jeux que je sais qui marchent, que j'ai déjà essayé, puis que j'ai déjà testé, puis qu'il y a du rodage, dans le sens que qui ont peut-être une partie du groupe a déjà joué. Mais j'essaie toujours d'amener des jeux qui sont amusants, là, qui vont sortir du lot, qui vont peut-être être différents de ce qu'on connaît déjà, qui vont amener ailleurs la connaissance de jeu aussi de ce groupe-là. Je ne veux pas amener des jeux qu'on connaît déjà ou je ne vais jamais amener un tabou ou les vieux jeux. Non, ça, je peux imaginer. Les vieux classiques, là, je ne vais jamais pousser pour ça. Je vais toujours essayer d'amener le nouveau jeu qui vient de sortir, qui est nouveau, puis que je veux présenter, puis je veux voir. Je veux le tester dans une situation. L'attrait de la nouveauté pour quelque chose. L'attrait de la nouveauté, c'est sûr, parce que c'est ce que je fais, c'est jouer à des nouveaux jeux, puis essayer des nouveaux jeux. Fait que quand j'ai des nouveaux jeux de party, j'essaie de les amener dans les parties. C'est là que je vais voir si ça marche ou ça marche pas. Après ça, les jeux de party, des fois ça marche dans un groupe, ça marche pas dans l'autre. Fait que t'as une opinion qui peut varier selon ton expérience, mais est-ce que ça va être surtout ça, mes critères? Puis je vais quand même vouloir prioriser le groupe, dans le sens que je vais amener des jeux aussi qui vont fitter le plus avec le groupe. Si je sais que tel groupe n'aime pas ça, les jeux trop de rapidité, chaotique, je ne veux pas amener ça. Tu vas amener Mysterium. Je vais amener Mysterium, on va être chill, on va boire du vin puis on va être sous. Non, mais dans le sens que, mettons, un des jeux que j'avais beaucoup aimé les derniers mois, c'était Magic Maze, qui est un jeu, je vais en reparler d'ailleurs dans la prochaine émission, mais qui est un jeu très chaotique d'une certaine façon, temps réel, qui peut amener un peu de frustration. Donc, c'est peut-être pas le jeu qui fit le plus dans certains de mes groupes, mais dans d'autres qui va bien fonctionner. Donc, c'est plus quel groupe qui je viens voir, parce que je vais amener des jeux qu'ils vont aimer puis qu'ils vont apprécier, puis aussi les nouveautés, principalement. Cool, OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on a atteint pas mal 1h07. Je pense que c'est parfait. On vous remercie tout le monde de votre écoute. On espère que la qualité n'était pas trop pire et que vous avez apprécié l'expérience. En temps normal, on vous dirait d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux et tout ça, mais bon, on est seulement à l'épisode 2, donc on n'a pas vraiment rien de prêt pour ça. Les gens qui écoutent ça, ils n'écoutent pas ça quand c'est sorti, là, ils écoutent ça. Allez voir, sur Facebook, c'est là, allez-y, Balado Ludique, Jean-François et Simon, donc on est les deux passionnés de jeu, et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup, JF. Merci à toi, Simon. Bonne soirée. Bye. OK, ciao tout le monde et continuez à jouer.